Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 décembre 2024 et je vous le dis tout de suite, la journée d'hier, ça n'a pas été la plus passionnante de l'année. Bon, en même temps, ça fait plusieurs fois que je vous le répète, mais vous savez, on est un peu dans ce mode attente. Là, on attend les chiffres de l'emploi qui vont sortir tout à l'heure à 14h30 et en attendant, on est incapable de faire autre chose. Donc, on se balade, on se concentre sur 2-3 trucs. Alors, c'est vrai qu'hier, on était très concentré par les performances du Bitcoin qui avait tapé les 100 000 $. Et puis, en attendant, on a bricolé, discuté sur 2-3 trucs. Puis, finalement, on voit qu'on est vraiment dans un marché attentiste. Mais heureusement, il y avait Emmanuel Macron qui parlait hier soir. Et franchement, ça a tout changé. Sans lui, je ne sais pas comment on ferait. D'ailleurs, on n'aurait pas de JO, on n'aurait pas de Notre-Dame. Ça serait une catastrophe. Mais on n'est pas là pour faire la publicité du président français, on est là pour parler des marchés boursiers. Donc, du côté américain, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé hier, du point de vue macro, du point de vue global des indices, on voit très vite et rapidement que le marché est en espèce de coma. Et puis, tant qu'on n'en saurait pas plus sur les chiffres de l'emploi qui sortiront tout à l'heure, personne va prendre le risque de prendre des risques. Tous les experts du monde merveilleux de la finance sont parfaitement conscients que les NFP de tout à l'heure seront bidouillés, comme d'habitude, mais ils resteront quand même le tout dernier rempart, le dernier chiffre important qui sera mis à disposition de M. Powell et ses potes avant le FOMC meeting qui aura lieu, je le répète, pour la 245e fois le 17 et le 18 décembre. Donc ils vont devoir ensuite utiliser ce chiffre pour savoir s'ils décident de baisser les taux et puis de plus rien faire derrière jusqu'à nouvel ordre, ou de ne rien faire du tout, ou alors éventuellement de baisser les taux et de laisser planer le doute sur ce qu'ils pourraient éventuellement peut-être faire lors du prochain meeting qui est agendé à la fin du mois de janvier, même si on est tous conscients que ces chiffres seront du bidon, je le dis et je le répète encore. Donc aujourd'hui, actuellement, à l'instant où je vous parle, entre 70 et 77% des intervenants parient sur le fait que la Fed va baisser les taux de 25 basis points, et le reste, eux, ils parient sur un statu quo. Mais bon, comme ça change à peu près toutes les 8 secondes, on va pas non plus y prêter trop d'importance, mais il fallait quand même le placer dans cette vidéo, c'est important. Quoi qu'il en soit, on devrait avoir notre réponse dans la journée, et on aura le temps ensuite de faire disséquer plutôt les chiffres par nos outils d'intelligence artificielle qui nous éviteront de réfléchir un peu trop et un peu trop longtemps. Maintenant, on va parler quand même de United Healthcare et de Nvidia parce qu'il s'est quand même passé deux choses qui valaient la peine d'être abordées aujourd'hui. Alors du côté de l'assurance, tout le monde revient évidemment sur le meurtre du CEO de la société qui s'est fait abattre hier dans les rues de New York. Alors l'enquête avance un peu. On a appris que les balles qui ont servi à tuer Brian Thompson étaient gravées avec des mots comme nier, défendre et déposer. Et puis selon son épouse, elle a déclaré que des gens le menaçaient depuis quelques temps. Alors à Wall Street, comme on est super intelligent, on a tout de suite compris qu'il y a un truc qui bloquait quelque part, qui buguait quelque part, et ils estiment que désormais, il y a un mécontentement général grandissant dans la population américaine en ce qui concerne les couvertures et les remboursements de la part des assurances maladie. Tu m'étonnes, quand on voit comment les Américains sont assurés, ils ont raison de s'énerver. Enfin, on vient de se rendre compte que c'est quand même des sociétés qui sont surtout basées sur leur profit personnel et qui ont tout fait, et qui font tout d'ailleurs, pour éviter de rembourser au maximum leurs clients, en allant jusqu'à faire traîner les dossiers, à utiliser des algorithmes pour choisir quel client ne serait pas remboursé. Du coup, Wall Street a eu un tout petit peu froid sur le sujet, puis s'est dit que si le mécontentement augmentait encore, ça pourrait se compliquer. Le titre s'est donc fait déglinguer hier et perdait 5% en fin de séance. Nous, en Suisse, on se fait défoncer tous les ans par les hausses de primes d'assurance, mais pour l'instant, personne n'est encore descendu dans la rue pour tirer sur les patrons des assurances maladie. Pourvu que ça dure. Autre sujet du jour, Nvidia, le Roger Federer de l'intelligence artificielle, a brièvement traité en terrain positif hier parce que Elon Musk, encore lui, a annoncé que sa société, une de ses sociétés, celle qui s'appelle XAI, pour l'intelligence artificielle, prévoit d'intégrer un minimum d'1 million de GPU dans son centre de superordinateurs qu'ils sont en train de construire à Memphis Tennessee. Immédiatement, tout le monde a sorti sa calculatrice, en sachant qu'un GPU de dernière génération, ça vaut grosso modo entre 30 et 40 000 $. Je vous laisse faire le calcul. Alors bon, évidemment que Jensen Huang devrait faire un rabais de flotte pour la quantité de GPU que Musk va acheter, mais quand même, ça fait une belle vente autour de 35 000 milliards. Pardon, je suis perturbé par la dette américaine, autour de 35 milliards de dollars. Et Nvidia s'est envolé
mais légèrement avant de redescendre sur la nouvelle. Mais ce qu'on retire surtout de cette annonce, c'est qu'on est rassuré sur le futur des ventes, parce que c'est un truc qu'on n'aimerait pas trop voir, c'est un ralentissement des ventes. Et là, c'est une confirmation comme quoi, ces prochains mois, ils vont continuer à en vendre une chier de GPU, alors qu'ils n'arrivent déjà même pas à tous les produire. Parlons maintenant un petit peu de l'Europe. On est quand même obligé, on va dire que les marchés ont relativement bien tenu, hein. Compte tenu de ce qui se passe en France et compte tenu de l'état économique de l'Allemagne, on peut s'estimer content. On notera donc les prévisions un peu déprimantes de Safran, qui leur aura coûté grosso modo 8% hier, et le fait qu'Air France, KLM remontait de 6% parce que le budget Barnier ne sera pas accepté, et donc que les taxes supplémentaires sur les billets d'avion qui étaient prévues à partir du 1er janvier, a pu. Donc du coup, bonne nouvelle pour Air France KLM qui auront plus de passagers qui vont voyager au mois de janvier. Alors effectivement, je dis le budget de Michel Barnier qui n'est pas passé. Je dis normalement un budget qui n'est pas passé parce que Macron a dit hier soir qu'avec ses super pouvoirs, il allait trouver un Premier ministre immédiatement, qu'il allait faire passer des lois spéciales pour faire passer un budget pour 2025, et puis qu'ensuite, normalement, la France serait great again. Bref, hier soir, à la fin de la prestation solennelle et pathétique d'un chef d'État qui est sur le pont du Titanic avec de l'eau jusqu'aux genoux et qui chante encore le refrain de « On est les champions », on a pris conscience que rien ne changerait jamais en France, que le pays restera ingouvernable pendant 30 mois et que l'autre allait continuer à parler des JO et de Notre-Dame pendant ces 30 prochains mois pour justifier son job. Alors heureusement, les investisseurs semblent avoir compris que la classe politique française dans sa totalité ne sont que des et que les sociétés qui composent le CAC ne font pas trop de politique et surtout beaucoup de fric à l'étranger. Donc du coup, les marchés européens sont plutôt calmes et résilients, voire haussiers, étaient en tout cas calmes et résilients, voire haussiers durant la séance d'hier, et je ne suis pas certain que le ramassis de déblatéré hier soir par le roitelet français change quelque chose au marché ce matin. Pour le reste, le pétrole revient autour des 68 $, malgré que l'OPEP a annoncé qu'ils n'allaient pas rouvrir les robinets de production dans l'immédiat. L'or ne fait pas grand-chose et le Bitcoin se fait des swings monumentaux, puisqu'hier soir, la crypto-monnaie a tout de même chuté jusqu'à 92 000 $ avant de se reprendre quelque peu. Alors pour l'instant, le Bitcoin, là tout de suite, est autour des 97 000, 98 000 $. Et on pense que ce sont surtout des prises de bénéfices qui ont mis la pression sur le Bitcoin. Mais c'est tout de même assez intéressant et fou de voir qu'à un certain moment de la journée, en l'espace de 2 minutes, juste 2 minutes, la crypto a perdu 10% de sa valeur, soit 200 milliards de capitalisation qui se sont volatilisés. C'est une nouvelle solution d'investissement, c'est vrai, mais il faut en tout cas avoir le cœur bien accroché. Et puis comme le marché est en mode attente et que cet après-midi, nous aurons des chiffres importants pour la Fed, vous le savez, on a déjà abordé le sujet, des chiffres importants pour l'emploi américain, on peut parler justement un peu de l'emploi, puisqu'il y a quelques chiffres qui sont sortis récemment et qui sont à retenir afin de pouvoir mettre en perspective les chiffres des non-farm payrolls que l'on attend religieusement depuis lundi matin. Sachez donc que, selon les dernières données statistiques qui sont sorties récemment, que la proportion de chômeurs à la recherche d'un emploi depuis au moins 4 mois a atteint 40%. C'est le niveau le plus élevé depuis 3 ans. Et au cours des 2 dernières années, donc 2024 et 2023, cette proportion a augmenté d'environ 8 points de pourcentage. Aujourd'hui, le nombre de chômeurs de plus de 15 semaines a atteint les 2,8 millions d'Américains et c'est une hausse de 1 million en 18 mois. C'est marrant d'y voir parce qu'en fait, quand on regarde ce million-là, ça correspond plus ou moins au nombre d'emplois qui ont été révisés à la baisse du côté du Bureau of Labor Statistics depuis les mêmes 18 mois. Est-ce les mêmes ? What a surprise! Et il faudra aussi noter, comme le démontre le graphique, qu'au cours des cycles économiques précédents, chaque fois que cette proportion a augmenté au rythme actuel, les États-Unis sont rentrés en récession. Oups! Les États-Unis pourraient donc entrer en récession? Mais bien sûr que non! Bien sûr que non, parce que Trump, on le sait tous, va nous sauver. Ne soyons donc pas stupides, ça ne peut pas se produire, ça ne peut pas se produire. Ceci dit, on va quand même se souvenir d'une chose, parce que parallèlement, 1,6 million d'Américains sont au chômage depuis plus de 27 semaines. Et ce chiffre-là en particulier, ça ne vous dit rien, mais c'est le chiffre le plus élevé depuis février 2022. Conclusion, on peut le prendre comme on veut, on peut le retourner dans le sens qu'on veut, on peut l'interpréter comme on a envie de l'interpréter. Le marché du travail américain est en train de se planter dans l'ornière. Et c'est pas tout. Non, c'est pas tout, parce que sinon, ça serait bien sûr trop facile. Selon une autre statistique publiée récemment, il semblerait que les engagements soient également au fond du trou et qu'on n'arrive pas à sortir de l'auberge qui est au fond du même trou. Le nombre d'embauches en pourcentage de l'emploi total est tombé à 3,3% en novembre,
C'est le niveau le plus bas depuis 2020. Au cours des 3 dernières années, le taux d'embauche a diminué de 1,3 points de pourcentage, soit la plus forte baisse jamais enregistrée. Alors aujourd'hui, que l'Amérique se prépare à être great again, le taux d'embauche, si je puis m'exprimer ainsi, est plus bas que la période pré-Covid, et ce pendant 14 mois consécutifs. Le même taux d'embauche qui est inférieur à la récession de 2001, après l'explosion de la bulle Internet et du 11 septembre. Et si on va fouiller dans les chiffres de ces 25 dernières années, le taux d'embauche n'a plus été aussi mauvais que depuis 2008. 2008, subprime, tout ça. On peut donc en tirer assez facilement la conclusion suivante. Point 1, le marché du travail américain est en train de se planter dans l'ornière, c'est une certitude. Et point 2, en plus, il est terrorisé de faire quoi que ce soit, donc d'engager du monde, un peu comme le lapin qui est scotché dans la lumière des phares d'une voiture au milieu d'une forêt des Carpates en plein mois de novembre. Et puis alors, pour terminer ce ramassis de bonnes nouvelles, alors qu'on sort d'une semaine qui n'aura cessé de battre de nouveaux records historiques, laissez-moi simplement vous démontrer encore une fois notre niveau de bullishness en se référant à l'Euphoria Meter. Alors l'Euphoria Meter, c'est un indicateur qui mesure le sentiment des investisseurs basé sur le ratio cours-bénéfice à terme du S&P 500, l'indice de volatilité et le bullish sentiment des investisseurs. Ensuite, ils mettent le tout dans un shaker et pas à la cuillère, et ça nous dit que cet indicateur a atteint un niveau record ces derniers jours. Un niveau record qui a désormais dépassé le précédent record enregistré lors de la bulle Internet de l'an 2000. Notons également qu'en l'espace de 2 ans, le sentiment du marché est passé de la déprime la plus totale à l'euphorie la plus délirante. Et durant cette même période, eh bien vous le savez, le S&P 500 a pris 50%. Alors vous me direz, oui mais bon d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut retirer de tout ça? Pas grand-chose globalement. Il faut surtout retenir que les arbres ne montent jamais au ciel et que jamais dans l'histoire des marchés boursiers, nous n'avions été aussi optimistes sur l'avenir. Après, si vous suivez les théories des contrariants qui se basent sur la bonne vieille citation « When it's obvious, it's obviously wrong », autrement dit, quand c'est évident, c'est évidemment faux, on peut se dire que ça commence un tout petit peu à sentir le roussi, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, qu'il est extrêmement difficile de repérer le point d'exagération dans un marché euphorique. Alors, bien sûr, je ne vais pas me mouiller parce que ce serait un peu trop gonflé. Mais souvenez-vous quand même que le jour où l'euphorie va se dégonfler, eh bien, il va falloir courir vite, peut-être même très vite, et je ne suis même pas sûr que la vitesse de pointe de Usain Bolt suffise. Dans les nouvelles du jour, on notera que l'Inde a révisé la croissance de son PIB à la baisse pour 2025, que Lululemon a publié des chiffres nettement meilleurs que les attentes, les ventes à l'étranger ont cartonné et compensé la faiblesse ressentie à l'intérieur du pays, le titre prenait encore 9% after close aux États-Unis, et puis du côté des nominations, Donald Trump a déclaré que le spécialiste du capital risque, David Sachs, rejoindrait son administration en tant que tsar de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Ça, c'est un titre qui claque sur les cartes de visite. Le futur président a déclaré que dans ce rôle important, Sachs guidera la politique américaine en matière d'intelligence artificielle et de crypto-monnaie, deux domaines essentiels pour l'avenir de la compétitivité américaine. Il a également ajouté « David s'attachera à faire de l'Amérique le leader mondial incontesté dans ces deux domaines ». Du côté des chiffres de la journée, on sait tous que les non-farm payrolls sont attendus comme le messie. Les experts s'attendent donc à plus ou moins 202 000 créations d'emplois, 212 certains d'autres, contre les 12 000 du mois dernier. Et le taux de chômage, lui, devrait être à 4,2% alors qu'on était à 4,1% le mois dernier. Une chose est sûre en tous les cas, c'est qu'on peut faire confiance au marché et aux experts du monde merveilleux de la finance afin de trouver le bon angle d'attaque pour nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes jusque-là. Et puis, si vous êtes fasciné par l'Europe, notez aussi que le PIB de l'Union européenne sera publié ce matin et que ce sera déjà vachement bien si on est au-dessus de zéro. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'ils vont pouvoir réouvrir Notre-Dame de Paris. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui sur ce marché géopolitiquement, marketo-économiquement très intéressant. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc demain, Swiss Bliss. Et d'ici là, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me retrouver demain, ainsi que lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci à tous, encore une fois, d'être aussi nombreux et aussi souvent présents, de commenter autant ces vidéos avec autant de compliments. Ça fait toujours chaud au cœur. Passez un excellent week-end et à samedi et à lundi. Allez.
Bye bye.